le jury ici présent va écouter Madame Linda Ben Haddad pour nous présenter son parcours professionnel, ses thématiques de recherche, ses projections à venir, les différents axes de recherche qu'elle voudrait développer dans le cadre de l'accomplissement de sa carrière professionnelle. Elle va essayer de convaincre ce jury ici présent de ses capacités à diriger des recherches. Et donc, nous allons vous accorder une quarantaine de minutes pour nous exposer l'ensemble de votre vision, nous rappeler brièvement votre carrière professionnelle et essayer de nous convaincre pour vous attribuer ce titre de professeur habilité à diriger des travaux de recherche. Donc vous allez soutenir votre habilitation à diriger des travaux de recherche. Durant votre thèse de doctorat, puis par la suite, vous avez abordé plusieurs thématiques de recherche en relation avec les polymères conducteurs, le stockage de l'énergie, l'inhibition de la corrosion, la détection électrochimique, donc plusieurs axes de recherche que vous avez entamés. Donc on vous accorde une quarantaine de minutes pour nous exposer et nous faire une synthèse de tout ça. Merci. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. Donc permettez-moi de vous présenter mon habilitation à diriger de recherche sous le thème synthèse chimique et électrochimique de polymères conducteurs utilisés pour le stockage de l'énergie, l'inhibition de la corrosion et la détection électrochimique. Pour cela, j'ai suivi le plan de travail suivant. Donc je commence par mon CV détaillé, suivi par les travaux de recherche réalisés. Il y a deux axes de recherche. Le premier axe concerne la synthèse chimique des polymères conducteurs. Dans la première partie, c'est la synthèse chimique du MnO2 nanostructuré. Dans un premier temps, on a étudié sa réactivité électrochimique comme matériau de batterie. Et par la suite, on l'a utilisé comme agent oxydant pour la polymérisation du pyrrole en polypyrrole. Donc dans la deuxième partie, je vais vous exposer les principaux résultats de la synthèse chimique du polypyrrole nanostructuré et son utilisation comme matériau de supercondensateur. Dans la troisième partie, c'est la synthèse chimique du copolymère polyaniline co-orthotoluidine utilisé pour l'inhibition de la corrosion de l'acier au carbone. Le deuxième axe concerne la synthèse électrochimique des polymères conducteurs. Dans les deux parties, c'est la préparation d'une électrode modifiée à base de polypyrrole déposé sur l'électrode de fer. Dans la première partie, ce polypyrrole a été modifié par les particules d'or. Cette électrode-là, on l'a utilisée pour la détection de l'hydrazine. Et dans la deuxième partie, le polypyrrole a été modifié par les ions FCN, utilisés pour la détection de l'acide urique. Et je termine par des perspectives. Donc, je m'appelle Linda Ben Haddad. Je suis recrutée à l'université de Buira en octobre 2013. En janvier 2014, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en co-tutelle. En octobre 2014, j'étais promue au grade de maître de conférence classe B à l'université de Buira toujours. Et en janvier 2015, j'ai déposé mon dossier d'habilitation universitaire. Donc actuellement, je suis enseignante à l'université Alger 1. Je suis de grade maître de conférence classe B et maître de recherche. Donc j'ai effectué des recherches au niveau du laboratoire LECVE de l'université de Béjaïa, dans l'équipe de recherche de M. Msaoudi. Et par la suite, j'ai effectué aussi des recherches sous la responsabilité du professeur Lounissi Hakim de l'université de Buira. Pour mes formations, après l'obtention de mon baccalauréat en 1997, j'ai suivi des études universitaires appliquées en chimie industrielle et j'ai obtenu le diplôme de DEA en 2000. Après classement des étudiants, j'ai pu suivre des études en génie chimique, toujours à l'université de Béjaïa, et obtenir le diplôme d'ingénieur d'État en 2003. Après le concours de magistère, une année théorique et 18 mois de pratique, j'ai obtenu le diplôme de magistère en génie chimique en 2007.
Toujours en 2007, je me suis inscrite en thèse de doctorat sous la responsabilité de professeur Makhloufi. Et en 2008, j'ai fait une inscription à l'université Pierre et Marie Curie sous la responsabilité de monsieur Alain Payré. Et j'ai soutenu cette thèse de doctorat en co-tutelle en janvier 2014 pour ma production scientifique. Donc j'ai un chapitre dans un livre. 9 publications internationales à comité de lecture, 2 publications internationales sans comité de lecture, 14 communications internationales et 2 communications nationales. Pour mes enseignements, entre 2005 et 2008, j'étais chargée des travaux pratiques du module chimie organique en étant une enseignante vacataire. Comme j'ai fait mon inscription en thèse de doctorat à l'université de Pierre et Marie Curie en 2008, donc de 2008 à 2013, j'étais en France pour la préparation de ma thèse de doctorat en co-tutelle. Donc c'est pas ça, j'ai pas fait d'autres vacations. De 2013 à 2016, j'ai été chargée de cours TD et TP des modules électrochimie corrosion et chimie des solutions à l'université de Bura. Actuellement à l'université Alger 1, donc c'est chimie des solutions et cinétique chimique. Pour les encadrements, quand j'étais enseignante vacataire, j'ai co-encadré 2 mémoires de DEA sous la responsabilité, un co-encadrement avec monsieur et madame Makhloufi sur les polymères conducteurs. À l'université de Bura, j'ai encadré des mémoires de licence et de master et j'ai fait un co-encadrement d'un mémoire de magistère intitulé Synthèse chimique des matériaux nanocomposites, polypyrrole et polypyrrole TiO2, application comme matériau de supercondensateur. C'est un sujet que j'ai proposé au professeur maître de l'université de Bab Zouar pour encadrer l'étudiant Makhloufi Mohamed Cherif. Donc comme je n'ai pas soutenu à l'époque mon habilitation, donc j'ai fait juste un encadrement pratique, mais pas sur papier. Pour les responsabilités administratives, j'ai été recrutée en octobre 2013 à l'université de Bura. En novembre 2013 de la même année, donc j'ai occupé le poste d'adjointe au chef de département. Une année plus tard, j'ai occupé le poste de chef de département du département génie des procédés, toujours à l'université de Bura, jusqu'à ma mutation. Donc j'étais membre du comité scientifique du département et du conseil scientifique de la faculté. Et membre aussi des commissions de sélection pour le recrutement des maîtres assistants classe B, toujours à l'université de Bura. Actuellement à l'université Alger 1, j'étais désignée responsable de filière des sciences de la matière. Je passe aux travaux de recherche réalisés. Donc toujours le premier axe de recherche, c'est la synthèse chimique des polymères conducteurs. Dans la première partie, j'ai synthétisé le MnO2 nanostructuré et j'ai étudié sa réactivité électrochimique. La synthèse a été réalisée par oxydation des ions Mn2+, par 2 différents agents oxydants à différentes températures et pendant plusieurs différentes durées. Tout ça, c'est juste pour optimiser les conditions de la synthèse du MnO2 afin d'obtenir la variété cristallographique gamma MnO2 qui est reconnue la plus réactive. L'étude de la réactivité électrochimique a été réalisée par la microélectrode à cavité. Pour les analyses, comme vous voyez bien sur les photomèbes, on remarque pour la synthèse du MnO2 à différentes températures, c'est la même morphologie, c'est des boules avec des aiguilles à la surface qui ressemblent à un oursin de mer. L'analyse DRX révèle que le matériau gamma MnO2 a été synthétisé à une température de 90 degrés Celsius, donc c'est la réactivité la plus réactive. Ceci a été confirmé par l'analyse, par la spectroscopie d'impédance électrochimique et la voltammétrie cyclique. On voit que le matériau synthétisé à 90 est le plus réactif. Le deuxième paramètre étudié, c'est la durée de synthèse. Donc là, on voit qu'une durée de 24 heures est meilleure pour avoir une bonne réactivité du MnO2. Donc jusqu'à présent, on a utilisé le persulfate d'ammonium comme agent oxydant. Dans cette partie, j'ai utilisé un autre oxydant qui est le persulfate de sodium, où on voit bien qu'il y a une amélioration de la réactivité de ce MnO2. Donc les meilleures conditions pour la synthèse du gamma MnO2, c'est l'oxydation des ions par le persulfate de sodium à 90 degrés pendant 24 heures. Cette partie donc, a fait l'objet d'un chapitre dans un ouvrage, 4 publications internationales, 1 publication sans comité de lecture, 6 communications internationales.
L'UMNO2 qu'on vient de synthétiser, on l'a utilisé pour la polymérisation du pyrrole en polypyrrole nanostructuré. Ceci par l'ajout de MnO2 sous forme de poudre dans une solution acide concentrée de H2SO4 contenant une concentration de 0,2 mol par litre du monomère pyrrole. Une agitation pendant 1 heure, 3 heures et 4 heures, ça juste pour optimiser la durée de polymérisation. Donc on voit bien que le polypyrrole a pris la même morphologie que celle du MnO2. C'est des boules avec des aiguilles à la surface. Or ici, ces aiguilles-là sont bien des nanotubes. L'analyse IRX confirme la synthèse d'un matériau amorphe qui est le polypyrrole. Et sur le spectre EDX, on remarque la présence des éléments principaux qui constituent le polypyrrole, sauf que là, on constate l'absence totale de l'élément manganèse de l'agent oxydant MnO2. Ceci nous a incité à étudier le mécanisme de polymérisation du pyrrole. On a utilisé la méthode de complexation par le calyx S4 qui se complexe par les ions, avec les ions Mn2+. Donc, je vous donne juste un résumé de cette étude. On a remarqué que le pyrrole s'oxyde ou bien se polymérise en polypyrrole par réaction d'oxydation. Et en retour, il y a une réaction de réduction des ions Mn4+, de MnO2, en Mn2+, soluble en solution. Ce qui explique leur absence totale dans la structure du polypyrrole. Maintenant, par simple curiosité, j'ai synthétisé d'autres morphologies du MnO2 avec une morphologie différente. Là, c'est sous forme de baguettes. Donc, on voit bien sur la deuxième photo que le polypyrrole a pris la même morphologie. L'analyse MET montre la synthèse de nanotubes. J'ai pris du MnO2 industriel. On voit que le polypyrrole est synthétisé sous forme d'agrégat. Mais l'analyse MET montre la formation de cette structure-là poreuse. Donc, on remarque bien que le pyrrole enrobe le MnO2 pour se polymériser en polypyrrole. Le MnO2, quand il se réduit en Mn2+, il passe en solution, ce qui explique ce creux-là qu'on remarque sur les photos. Maintenant, pour les supercondensateurs, les matériaux carboniques sont largement utilisés comme matériaux de supercondensateurs. Ils sont stables au cours du temps, mais leur inconvénient, c'est que leur capacité spécifique n'est pas importante. Donc, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des oxydes ou bien des polymères conducteurs. C'est juste pour l'amélioration de la capacité de ces matériaux carbonés. Dans notre cas, donc, on a pensé à ajouter le polypyrrole à la poudre carbone, le pic actif, c'est un nom commercial, pour l'amélioration de sa capacité. En utilisant comme cellule de test de type Swajlock, c'est une cellule conçue dans un laboratoire de recherche à l'université de Toulouse et on l'a utilisée dans notre travail. Premièrement, on va voir si l'ajout du polypyrrole améliore la capacité du PK. Donc, j'ai préparé un film où 10% c'est du polypyrrole, 80% du PK et le reste c'est des additifs pour la préparation de ce film. On remarque bien que la présence du polypyrrole dans le film améliore la capacité du PK ou bien du matériau carboné. La durée de polymérisation, donc on a synthétisé le matériau à différentes durées, on remarque bien en augmentant la durée de polymérisation, la capacité diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a une suroxydation du polypyrrole, ce qui affecte sa conductivité et bien sûr sa capacité. Maintenant, j'ai pris d'autres pourcentages de la matière du polypyrrole, donc 10, 30, 60 et 70. On remarque bien que la capacité est bien améliorée, donc elle augmente, mais là il y a des réactions, la présence de réactions faradiques. Les réactions faradiques, leur inconvénient, c'est qu'ils diminuent la durée de vie du matériau. Donc il ne faut pas utiliser des pourcentages élevés. Cette partie a fait l'objet de 2 publications internationales, 3 communications internationales et une publication sans comité de lecture. Dans la troisième partie, c'est la synthèse chimique du copolymère polyaniline coorthotoluidine utilisée pour l'inhibition de la corrosion de l'acier au carbone. Donc, la corrosion des métaux est un problème majeur qui désigne la détérioration d'un matériau par action chimique. Donc, il est très important parce qu'il touche l'économie d'un pays.
Plusieurs procédés ont été développés pour la protection des métaux contre la corrosion. On peut citer les inhibiteurs de corrosion. Ces derniers sont des substances chimiques additionnées en petite quantité à un milieu agressif, diminuent la vitesse de la réaction de corrosion. Donc, il y a plusieurs équipes qui sont intéressées à la protection des métaux contre la corrosion, soit sous forme d'un film déposé sur le substrat, soit sous forme d'inhibiteurs ou bien des substances ajoutées au milieu agressif. Dans notre travail, on a synthétisé par voie chimique le copolymère polyaniline co-orthotoluidine. Donc, en utilisant l'aniline et l'orthotoluidine dans une solution acide HCl, 0,2 mol par litre, on ajoute l'agent oxydant persulfate d'ammonium et après agitation pendant 4 heures et filtration et rinçage, on récupère la poudre. L'analyse par infrarouge et des diffractions des rayons X montre la synthèse de ce copolymère. Maintenant, ce copolymère-là, on ne peut pas l'utiliser directement dans le milieu corrosif. On doit trouver un solvant pour le faire dissoudre. On a testé plusieurs solvants et le solvant le plus favorable est le DMF, N,1-diméthylformamide. Premièrement, on va voir si la présence du DMF dans le milieu corrosif influe sur l'inhibition de la corrosion du carbone. On remarque bien que le DMF n'a aucun effet inhibiteur dans le milieu corrosif en présence ou en absence du copolymère, ce qui montre que l'effet inhibiteur sera attribué uniquement au copolymère polyaniline co-orthotoluidine. Maintenant, j'ai pris plusieurs concentrations de l'inhibiteur. On remarque qu'à une concentration maximale allant de 80 à 100 ppm du copolymère, l'impédance enregistrée à de très faibles fréquences est presque purement capacitive, reflétant la limite de saturation de charge induite par l'absorption d'une couche épaisse du copolymère sur la surface du métal. On a pris 3 différentes concentrations de l'inhibiteur pour différentes vitesses de rotation. Les conditions hydrodynamiques n'ont pas une influence négative sur l'efficacité inhibitrice du copolymère. En présence d'une concentration élevée en inhibiteur, le temps d'immersion n'a pas d'influence négative sur son action protectrice. Donc, ce travail a été réalisé en collaboration avec M. Abdelkader Benchir, Mlle Aïtou Traziqa, M. Mkhloufi et M. Saïdani. Il a fait l'objet de 2 communications internationales. Maintenant, pour le deuxième axe de recherche, c'est la synthèse électrochimique des des polymères conducteurs. Dans la première partie, on a synthétisé, ou bien on a préparé l'électrode modifiée, polypyrrole Fe modifié par les particules d'or pour la détection de l'hydrazine. L'hydrazine, c'est de formule chimique N2H4 et hautement toxique et corrosif. Se présente généralement sous la forme d'un liquide transparent et son odeur évoque celle de l'ammoniac. Donc, une faible dose d'hydrazine peut provoquer des nausées, une irritation des yeux et des tremblements. À haute dose, l'hydrazine est mortelle. Elle détériore à la fois le système respiratoire et les reins. Plusieurs techniques ont été utilisées et les méthodes électrochimiques s'avèrent sensibles, économiques et rapides. Récemment, il y a l'utilisation des nanoparticules de métaux nobles tels que le platine et l'or. Dans notre travail, on va utiliser les nanoparticules d'or pour leur bonne conductivité, la capacité électrolyse. Premièrement, on prépare l'électrode polypyrrole Fe sur le fer. Donc, la synthèse a été réalisée en mode galvanostatique en présence de tétraoxalate de potassium et le monomère pyrrole à une densité de courant de 3 mA par centimètre carré. La deuxième étape, c'est la réduction des ions or. Cette électrode-là a été transférée dans une solution de KCl contenant une concentration en HAUCl4, pH 3, en imposant le potentiel moins de 250 mV par rapport à AgCl pendant 4 minutes. Le comportement cathodique du polypyrrole Fe, donc KCl en présence et en absence des ions AU. On remarque bien pour le C, ce qui est en rouge, là il n'y a aucune activité catalytique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence totale des ions AU3+. Pour le A et le B, c'est le film de polypyrrole déposé sur le fer, mais avec deux épaisseurs de la couche du polypyrrole. Plus cette couche, son épaisseur augmente, plus il y a les nanoparticules d'or qui se déposent et ils ont une structure nanométrique.
Pour le comportement de cet électrode-là vis-à-vis de l'oxydation de l'hydrazine, donc pour la solution de l'hydrazine, c'est une solution contenant 2 millimoles et un tampon phosphate pour garder le pH égal à 7. Donc, d'après la voltammétrie cyclique, d'après ces résultats, on remarque que la meilleure réponse électrochimique a été enregistrée dans le cas de AU polypyrrole FE. On a étudié la cinétique de cette réaction d'oxydation de l'hydrazine. Premièrement, l'effet de la vitesse de balayage. En augmentant la vitesse de balayage, on remarque l'augmentation du pic électrocatalytique avec son déplacement vers des potentiels plus positifs. Le tracé de IP en fonction de la racine carrée de la vitesse de balayage montre une droite, ce qui explique que la réaction est contrôlée par un transfert de masse. Le tracé de EP en fonction de logarithme de V, par le tracé de la pente de Tafel, etc., avec tous les calculs faits, le coefficient de transfert de charge égal à 0,5 et le nombre d'électrons impliqués dans cette réaction égal à 4. Pour l'effet de la vitesse de rotation, l'augmentation de la vitesse de rotation conduit à l'augmentation du courant du plateau anodique. Pour l'effet toujours de la vitesse de rotation, le tracé de I limite en fonction de la racine carrée de la vitesse de rotation montre une droite. Ça veut dire que la cinétique de la réaction d'oxydation de l'hydrazine est sous contrôle diffusionnel. Le tracé de 1 sur I limite en fonction de W-1,5, suivant la relation de Kutkelevitch, c'est une droite, et le processus d'échange d'électrons à l'interface de l'électrode est supposé être rapide et que la cinétique de l'électro-oxydation de l'hydrazine est sous contrôle de transport de masse uniquement. Le coefficient de diffusion est égal à 6,15 10 puissance moins 5 cm² par seconde. L'effet de la concentration de l'hydrazine, en augmentant la concentration, il y a une proportionnalité entre le courant des pics d'oxydation de l'hydrazine et sa concentration. Cette augmentation-là conduit au déplacement du potentiel du pic d'oxydation vers des valeurs plus positives, ce qui est dû probablement à la limitation de la cinétique de la réaction causée par la saturation de l'hydrazine et de ses produits d'oxydation sur la couche redox active du film AU polypyrrole. Cette partie-là a fait l'objet d'une publication, donc c'est un travail réalisé en collaboration avec Madame Tabia Okil, M. Mkhloufi, Mademoiselle Aïtout et M. Saïdani. La deuxième partie, c'est la préparation de l'électrode modifiée par les ions FCN utilisés pour la détection de l'acide urique. L'acide urique, donc, c'est une forme de déchet normalement éliminé par l'organisme. Il provient de la dégradation de cellules mortes, mais également de la digestion de certains aliments. Donc, l'acide urique est normalement présent dans le sang à des concentrations très faibles. L'augmentation de cette concentration dans le sérum peut causer des dommages mortels et des maladies cardiovasculaires. Plusieurs méthodes électrochimiques basées sur l'oxydation de l'acide urique sur des électrodes de carbone vitreux et des pastilles de carbone ont été développées. Dans notre travail, on a préparé une électrode modifiée, polypyrrole FE, modifiée par les ions FCN. La préparation de cette électrode, donc il y a le dépôt de polypyrrole. Le film a été synthétisé à partir d'une solution contenant le tétraoxalate de potassium et l'hexacyanure de potassium et le monomère pyrrole en mode chronoampérométrique au potentiel imposé 750 mV par rapport à AgCl durant 5 minutes. C'est des conditions de synthèse déjà optimisées. La photo MEB montre une morphologie, donc c'est des boules de polypyrrole dopées qui sont creuses. L'analyse DRX confirme la synthèse du polypyrrole dopé par les ions FCN. Pour le comportement électrochimique de ces films-là, dans le cas de C, c'est fer nu, on remarque aucune activité catalytique n'a été enregistrée. Pour le A et le B, ces polypyrroles déposés sur le fer, il y a une activité catalytique pour le B, mais elle est bien améliorée en ajoutant les ions FCN, ou bien en dopant le polypyrrole par les ions FCN. Pour l'étude cinétique, l'influence de la vitesse de balayage, en augmentant la vitesse de balayage, il y a l'augmentation du courant du pic d'oxydation de l'acide urique avec son déplacement vers des potentiels plus positifs, ce qui peut être expliqué par une limitation cinétique de la réaction entre les sites redox du matériau et l'acide urique. Le tracé de IP en fonction de la racine carrée de la vitesse de balayage montre qu'il s'agit d'une réaction contrôlée par un transfert de masse.
EP en fonction de l'algorithme de la vitesse de balayage montre que le coefficient de transfert de charge égal à 0,67 et le nombre d'électrons impliqués dans la réaction est égal à 2. En augmentant la vitesse de rotation, il y a une augmentation du courant du plateau anodique. Le tracé de I limite en fonction de la racine carrée de la vitesse de rotation, donc il s'agit d'une droite, ça veut dire que la réaction est sous contrôle diffusionnel. Le tracé de 1 sur I limite en fonction de W moins 1,5, suivant la relation, l'équation de Koutkelevitch, c'est une droite, et le coefficient, après calcul, le coefficient de diffusion est égal à 3,89 10 puissance moins 6 cm² par seconde. Donc, toujours cette partie en collaboration avec Madame Okil, Monsieur Mkhloufi, Mademoiselle Aïtout, Monsieur Saïdani et Françoise Pilier de l'Université de Pierre et Marie Curie. En perspective, comme ce mémoire, je l'ai déposé en janvier 2015, donc à l'époque j'ai tracé des perspectives. C'est la synthèse par voie chimique des nanocomposites à base d'oxyde, MnO2-TiO2, et à base de polymère polypyrrole TiO2. Donc pour le deuxième, c'est ce sujet-là que j'ai proposé à l'étudiant de M. Metref de l'Université de Bebzoua. Dans l'application, c'est la dépollution des eaux. Pourquoi j'ai choisi la dépollution des eaux? Parce qu'à l'Université de Bouira, ils ont la spécialité master en génie de l'environnement. Donc ça, c'est juste pour encadrer des étudiants de cette université. Et en tant que matériau d'électrode pour le stockage de l'énergie. Maintenant, je vous expose les principaux résultats du encadrement que j'ai fait sur la synthèse chimique du nanocomposite polypyrrole TiO2 et son utilisation comme matériau de supercondensateur. Donc pour le protocole expérimental, donc on a de TiO2 dans l'eau, on agite pendant 1 heure. Par la suite, on ajoute le pyrrole pendant une agitation pendant 4 heures. Et là, on ajoute l'oxydant MnO2 nanostructuré que je vous ai présenté au début de cet exposé. Une agitation pendant 3 heures. Après filtration et lavage, on récupère le produit, on le sèche et on le récupère. Là, on a pris plusieurs pourcentages de TiO2 et la conductivité, la meilleure conductivité a été obtenue pour le pourcentage 15%. C'est 2,5 10 puissance moins 2 Siemens par centimètre. Maintenant, effet du taux de charge en TiO2. Là, on voit bien la présence des particules de TiO2 dans la structure du polymère. Ceci est confirmé par DRX. Le premier pic, c'est du polypyrrole et les autres pics, c'est les pics du TiO2. Le matériau le plus conducteur, c'est celui synthétisé avec un taux de charge de 15%. Ceci a été confirmé par la voltammétrie cyclique. Donc on voit bien qu'il s'agit du matériau le plus réactif. Maintenant, deuxième paramètre qu'on a étudié, cette synthèse-là a été réalisée à 25 degrés Celsius. Donc c'est la conductivité 2,5 10 puissance moins 2. On a synthétisé le matériau avec le même protocole expérimental, sauf que là, la température elle est de 0 degré. On voit bien que la conductivité augmente à 0,78 au lieu de 2,5 10 puissance moins 2. Pour le matériau synthétisé à 0 degré, c'est toujours un nanocomposite et confirmé par l'analyse DRX. Pour l'activité électrochimique, on remarque que le matériau synthétisé à 0 degré, avec un pourcentage de 15%, est plus réactif. Ça veut dire, en diminuant la température de synthèse, la capacité spécifique est bien améliorée. Maintenant, effet de l'agent oxydant. Dans la première partie, on a utilisé le MnO2. Dans le deuxième, on utilise le FeCl3, avec toujours le même protocole expérimental. Là, c'est la photo du matériau synthétisé avec cet agent oxydant. Et la conductivité, on remarque qu'elle est égale à 0,61. Elle est un peu inférieure par rapport au matériau synthétisé à 0 degré. Par contre, pour la capacité, on remarque que le matériau synthétisé avec FeCl3 est plus capacitif. Ce travail, donc, avec ce travail, l'étudiant Mkhloufi Mohamed Cherif a soutenu son magistère et M. Mtref a présenté une communication internationale en Italie
L'article est en cours de rédaction par l'étudiant. C'est ainsi que s'achève mon exposé. Je vous remercie pour votre attention.